Cette émission. Il est 7h16 et nous allons tout de suite passer à la première partie avec notre invité du jour. Et c'est Dr Astou Diao Camara, directrice du bureau d'analyse macroéconomique de l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA. Et avec elle, nous allons tout de suite parler du nouveau code pastoral à l'une. Voilà, et de par sa formation, elle maîtrise bien donc, les activités pastorales, raison pour laquelle elle est venue sur ce plateau pour revenir avec nous donc, sur bien sûr la pertinence de ce code pastoral, ce nouveau code pastoral qui a été adopté voté par l'Assemblée nationale, mais on attend quand même sa ratification, la signature des fameux décrets d'application par le président de la République. Et certainement, bon, vous ferez peut-être avec nous, subtilement, un petit plaidoyer pour que voilà, ces décrets d'application-là puissent être votés afin que ce code pastoral soit une réalité sur le terrain entre du Ferlo jusqu'à la vallée du fleuve Sénégal. Je pense que c'est ça votre souhait. Alors d'abord, parlons de ce code-là. Docteur, quelles sont les innovations majeures que le code pastoral va apporter au monde, en tout cas de l'élevage? Merci, M. Khan. Je pense peut-être avant de rentrer dans le sujet des innovations que le code apporte, il peut être un peu intéressant de dire c'est quoi le pastoralisme et pourquoi on a eu besoin d'un code pastoral. C'est ça. Donc parlons du pastoralisme. Alors, du pastoralisme un peu. Voilà. Alors, je pense qu'il est rare qu'on entend souvent parler de ce mot. On parle souvent d'élevage. Et donc, il y a plusieurs types d'élevage. Bien sûr. Et l'élevage qui est le plus pratiqué en Afrique sahélienne, donc toute la bande sahélienne, c'est le pastoralisme, qui est un système d'élevage extensif, parce qu'on a des troupeaux ruminants, donc quand on dit ruminants, tout ce qui est bovin, ovin, caprin et camelin, qui exploitent des ressources naturelles. Donc c'est un système d'élevage qui est basé essentiellement sur l'exploitation de parcours par des pâturages, de l'eau de surface, l'eau d'exor. Mais donc c'est une exploitation des ressources naturelles par un système extensif. Donc c'est différent d'un système intensif. Alors pourquoi dans cette partie sahélienne d'Afrique, ce système est surtout pratiqué par des communautés importantes? Parce que c'est le système d'élevage, c'est le mode d'élevage qui respecte l'équilibre écologique de ces écosystèmes. Et ça c'est important de le dire. Parce qu'assez souvent, c'est un système d'élevage qui a été beaucoup critiqué, encore aujourd'hui. Bon, c'est devenu quand même... la critique, à moins, s'affaiblit un peu. Mais on a eu des communautés qui ont été stigmatisées pendant très longtemps. Donc, un mode d'élevage qui a tout le temps été vu comme incompétitif, pas rentable. Or, voilà, je pense qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui étaient liées à ce type de jugement-là. Donc, écologiquement, c'est un système d'exploitation qui est adapté à l'écologie du Sahel, parce que c'est des terres arides. C'est des écosystèmes où il ne pleut pas beaucoup. Il y a beaucoup de sécheresse, de variabilité climatique. Et ces systèmes-là sont adaptés. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les moderniser, entre guillemets, ou les améliorer. Alors, donc ces communautés qui exploitent des ressources donc animales pour produire de la viande et du lait, qui participent à la sécurité alimentaire d'elles-mêmes, mais également des autres populations dans les villes et dans les pays côtiers. Aujourd'hui, au Sénégal, tout ce qui est consommé comme viande rouge nous provient essentiellement de ce système. Donc, la viande qui est consommée sur les marchés d'Ibitri, etc., lors de la Tabaski, donc tous ces moutons que pour sacrifier, provient de ce système. Donc, c'est un système qui est très important économiquement. Oui. Alors, ces communautés n'étaient pas dans les conditions les meilleures pour exploiter ces ressources. Parce que l'espace se rétrécit, parce que il y a souvent d'autres activités, agricoles ou pas, qui sont concurrentielles à cette activité. Et du coup, on a ces usages concurrentiels-là qui étaient souvent à la défaveur des éleveurs. Et on en arrive souvent, ce qui émerge, c'est les conflits, mais au-delà des conflits, c'est un système économique qui est remis en question. Et quand une économie comme ça ne permet pas de jouer le rôle qui est attendu d'elle, ça pose d'autres problèmes beaucoup plus graves que les conflits qui émergent le plus et sur lesquels on met beaucoup plus l'accent. Et donc, les pays, les communautés, les organisations qui représentent ce mode d'exploitation des ressources se battent depuis toujours, depuis très longtemps. Et on a noté quand même un regain d'intérêt
vis-à-vis du pastoralisme à partir des années 2010, un peu avant, parce que l'Union africaine, donc toutes les organisations communautaires telles que l'Union africaine et la CEDEAO ont pris des décisions depuis 1998, un peu avant 2000, pour un peu légiférer et faciliter, sécuriser ce mode d'exploitation, parce qu'il y a eu des recherches scientifiques qui ont démontré que c'était utile, c'était équilibré, voilà, et qu'il fallait vraiment les accompagner. Donc, à la suite donc, de ces décisions-là, à l'échelle communautaire, les pays également, dans lesquels se trouvaient des OP qui se battaient, voilà, il y avait eu beaucoup de plaidoyers accompagnés par la recherche, donc la recherche au sens pluriel. Parce que voilà, il faut distinguer, donc dans la recherche, on a tout ce qui est recherche très, il ne faut pas dire très technique, mais la recherche zootechnique, elle est différente de la recherche que nous faisons sur les communautés qui est plus de sciences humaines. Mais toutes ces recherches-là avaient fini de démontrer que voilà, c'est une économie qu'il faut préserver. C'est un mode de vie culturel qu'il faut également préserver pour ce qu'il représente. Et donc, parallèlement, on a vu au début des années 2010 les foyers de tension qui naissaient dans certains pays. Donc, je parle notamment du djihadisme, etc. Et tous les constats qui avaient été faits étaient que cette insécurité s'installait facilement dans ces zones où l'État était le moins présent. Moins présent sur beaucoup de pays du Sahel le vivent actuellement. Voilà. Le Mali, le Burkina, le Burkina, le Tchad, tous ces pays. Voilà, donc c'est dans les zones pastorales qu'on a vu s'installer d'abord ces groupes djihadistes. Et voilà, les recherches avaient démontré que c'est parce qu'il n'y avait pas, c'était les zones les moins développées. C'était les zones dans lesquelles on peut facilement enrôler les jeunes parce que voilà, ils se trouvaient dans la précarité. Dans la précarité et puis non reconnus, tous ces. Et du coup, les États se sont dit attention, il faut vraiment qu'on s'occupe un peu de ces zones-là et puis qu'on réfléchisse à des politiques de développement qui permettent de sécuriser le pastoralisme, etc. Et c'est dans cet ordre-là que au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, etc., il y a eu tout un processus d'élaboration et de plaidoyer qui a fait que les États ont dit on bouge. Et au Sénégal, en 2013, il y a eu la décision de l'État du Sénégal de dire on va légiférer. On va légiférer à travers un code pastoral. Donc, au Sénégal, le pastoralisme, je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails du truc. Juste sur les grandes lignes. Mais voilà, au Sénégal, toute la zone pastorale du Sénégal se trouve au nord. Donc, c'est la zone du Ferlo, jusqu'un peu dans la vallée du fleuve Sénégal. Et c'est dans cette zone-là qu'on peut considérer comme la zone d'attache. C'est là où habitent les éleveurs pastoraux. Maintenant, ces éleveurs sont des transhumants qui, chaque année, à la fin de l'hivernage, quand les ressources commencent à se raréfier, donc par pâturage et eau de surface, prennent leurs animaux et descendent pour partir en transhumance. Et là, ils peuvent aller jusqu'au Sénégal oriental. Parfois, ils traversent le pays carrément. Tout à l'heure, vous faisiez un plaidoyer sur l'élevage pastoral n'a pas de frontières. Ils traversaient. Voilà. Et donc, dans ce mouvement-là de transhumance, ils rencontrent d'énormes difficultés parce que les pistes de transhumance ne sont pas forcément tracées ni balisées. Ils traversent des zones agricoles où on a de l'occupation carrément de l'espace agricole. Et ce qui apparaît le plus souvent, c'est des conflits. Mais à côté des conflits, on a des animaux qui n'ont pas accès simplement à la ressource. Et du coup, qui ne sont pas dans des conditions d'embonpoint qui leur permettent de produire la viande qu'il faut et le lait qu'il faut. Exactement. Et donc voilà, c'est ça là qui fait que le code pastoral adopté aujourd'hui apporte beaucoup d'innovation. Donc, et là, je commence à répondre à votre question. Bien sûr, mais il est bien de contextualiser. Et on a bien suivi et maintenant le téléspectateur comprendra mieux les enjeux liés à ce code pastoral. Voilà. Alors, le code pastoral prend la décision de sécuriser la mobilité. Donc, j'ai dit pourquoi la mobilité était importante. Donc, une mobilité pastorale, donc c'est des animaux et des familles qui quittent une zone pour aller dans une autre zone et y passer beaucoup de temps et repartir dans leur zone quand l'hivernage recommence à arriver. Alors, sécuriser, c'est identifier des couloirs de passage, c'est les baliser, c'est mettre sur la place tout ce qui est loi et règlement qui doit incomber à tout usager de cette ressource-là pour qu'on la sécurise. Alors, avant que le code n'existe, les éleveurs pouvaient faire cette activité-là de transhumance en se basant sur des complémentarités
qu'ils exploitaient. Donc il y avait des relations d'interdépendance qu'on a encore aujourd'hui. Hein. Les conflits, on les met en avant, mais il y a beaucoup plus fort. Et les communautés à la fois pastorales, donc Sérères, Peul, etc., entretiennent des relations d'interdépendance très fortes, de ndiatigué, d'accueil, etc., qui leur ont tout le temps permis de le faire. Maintenant, le code apporte une première innovation, c'est déjà de démontrer aux éleveurs que vous avez droit. Donc vous avez droit à accéder à ces ressources-là en dehors de vos zones d'accueil. Et donc ça, c'est une loi qui le cadre. De haute innovation, le code met en place ce qu'ils appellent un fonds d'aménagement pastoral. Parce que quand on identifie des couloirs de passage, l'identification, ça a un coût, le balisage, ça a un coût, et il faut des infrastructures également le long de ces parcours-là. Il faut des infrastructures d'eau, de parcs à vaccination, etc. Et donc tout ça, ça a un coût et c'est prévu par le code. Le code prévoit également, ce qui n'existait pas avant, des infractions. Il y a des infractions de type pastoral, donc qui peuvent être faites par soit commises, une infraction est commise, soit par les éleveurs ou bien par les autres usagers des ressources qui ne sont pas des éleveurs. Et le code prévoit des sanctions qui n'étaient pas. Donc, je pense que ça peut dissuader pour que les pasteurs puissent être en sécurité. Il y a d'autres innovations également qui sont à l'intérieur parce que les ressources doivent être protégées. Aujourd'hui, vous le savez tous, donc il est important qu'on prenne soin de l'environnement. Et le code prévoit un ensemble en tout cas, de grandes lignes qui donnent la responsabilité à chaque acteur pour la préservation de ces ressources naturelles-là. Donc, que ce soit l'éleveur, la collectivité locale, les organisations d'éleveurs, l'État, les agriculteurs, chacun a un rôle à y jouer et c'est bien précisé dans le code. Voilà, donc voilà toutes ces... Bien sûr. Je pense que c'est des innovations très, très importantes qui pourraient peut-être permettre à ces éleveurs-là de se sentir beaucoup plus sécurisés, mieux pris en compte par les autorités centrales. Mais alors, quand je parle un peu de la prise en compte de leurs préoccupations, il faudrait forcément qu'ils soient associés en amont, parce que comme le dit l'adage, tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi, même si en vérité il est question quand même de leur faciliter la vie, l'activité pastorale. Mais est-ce qu'ils ont été associés, les organisations fêtières, en tout cas qui sont dans le domaine un peu du pastoralisme, ont été réellement impliquées avant que ce code-là ne soit voté par l'Assemblée nationale? Oui, en fait, le processus a été très long. Le processus a été assez long. Donc, je disais tout à l'heure 2013. Donc, de 2013 à 2023, ça fait 10 ans. Donc, c'est 10 ans pendant lesquels les organisations d'éleveurs ne se sont pas... Ils ont participé à ce processus. Donc, dès le départ, déjà, le ministère de l'Élevage les avait conviés autour de la table. Bon, je ne vais pas revenir dans le détail des choses. Voilà. Il y a eu... En tout cas, elles se sont battues. Parce que c'est un réel changement pour eux. C'est un réel changement. Elles se sont battues pour participer au processus. Et quand tu regardes le code, on leur laisse une responsabilité énorme à ces organisations-là qui représentent les éleveurs. Donc il y a carrément toute une section qui leur confie une responsabilité de sensibilisation, de maintien de tout ce qui est accord social, de préservation de la ressource. Et c'est parce qu'elles se sont battues. Elles ont participé à ce processus. C'est pas, Souvent, en général, on met en avant, on galvaude souvent la participation. On invite souvent les parties prenantes autour d'une table. C'est pas forcément signe d'inclusion. Mais les organisations de producteurs, généralement, en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, ont compris tellement les enjeux que même quand on ne les invite pas, elles arrivent. Et voilà, quand on décide de les mettre à l'écart, elles se battent. Et donc, il est difficile aujourd'hui de tenir ces processus-là sans eux. Et ce sont ces organisations aussi qui sont en même temps chargées du travail de vulgarisation et de sensibilisation, surtout auprès des éleveurs, parce qu'il faudrait que ce code soit absolument connu par les éleveurs. Et je pense que le ministre de l'Élevage avait même dit que ce code allait être traduit dans les langues nationales pour permettre une meilleure vulgarisation. Tout à fait. Dans le code, c'est écrit. Donc, les organisations d'éleveurs sont attendues, en tout cas pour la vulgarisation, la communication de ce code. J'espère pas que elles, parce qu'il faudrait que d'autres acteurs également y participent. Et il y a d'autres qui sont dans le chantier depuis un moment, notamment des ONG, et le ministère également, à travers beaucoup de
de projets et de programmes pour la traduction dans les langues nationales et puis des émissions au niveau des radios communautaires. Je sais que voilà, ils ne pourront pas sacrifier. Voilà. C'est clair. Hassan, vous êtes du Ferlo. Vous y avez des racines, hein? D'origine, oui. D'origine, hein, voilà. Jolof d'origine, quoi. C'est ça. Mais aussi, j'ai grandi dans le Baol où il y avait beaucoup d'éleveurs et d'agriculteurs aussi. Et on a toujours ces problèmes entre agriculteurs et éleveurs. Ça, c'est un des problèmes, je pense, que le Code va essayer de résoudre. Mais il y a aussi le vol de bétail. Bon, c'est vrai que c'est criminalisé maintenant, mais ça reste toujours un problème majeur aussi. Est-ce que vous pensez que ce code permettra en tout cas d'aller peut-être un peu plus loin dans ces deux problématiques? Alors, malheureusement, le code pastoral ne traite pas de la question du vol de bétail, mais qui est C'est lié. Oui. Oui, alors le vol de bétail, c'est une question très complexe. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Alors bon, aujourd'hui, c'est devenu encore, c'est un fléau qui prend l'importance parce que l'élevage se modernise de plus en plus. On voit des animaux de race qui sont dans les villes, etc., et qui attisent certains intérêts. Mais voilà, le vol de bétail aujourd'hui, donc vous avez dit que ça a été criminalisé. Donc les éleveurs se battent sur plusieurs fronts. Ils se battent sur le front de la reconnaissance de leur métier, sur le front de la sécurisation de la mobilité, mais également sur le front du vol de bétail. Et ça, je pense que c'est important. Donc l'État du Sénégal a criminalisé. Moi, je dis souvent que ça ne suffit pas. C'est des questions très, très complexes qui se gèrent parfois à l'échelle même de la communauté qui est autour des animaux. Je pense que l'identification même des couloirs, comme vous l'avez appelé, ça risque de ne pas résoudre le problème. Parce qu'en général, dans les méthodes traditionnelles, quand il y a un vol, on suit les pas. Et donc, s'il n'y a qu'un chemin maintenant pour tous les bétails, ça va être difficile d'identifier. Oui, en fait, l'identification des couloirs, c'est pour le bétail transhumant. Et le bétail transhumant, en général, alors la route de la transhumance est très longue. Hein, donc la famille ou bien le berger ne quitte pas aujourd'hui avec son animal, son troupeau pour arriver le lendemain. Quoi. Ça. Le chemin peut prendre 3, parfois 4 mois. Et sur ce chemin-là, ils ont des aires de repos, ils ont des sites d'accueil, etc. Donc, ça. Nomades. Mais un autre enjeu pour le vol de bétail, c'est peut-être l'identification du bétail. L'identification, on devrait peut-être pouvoir arriver au moment où chaque animal est identifié avec un numéro d'identification, son propriétaire, etc. Il y a eu une puce. Oui, il y a des propositions qui existent, il y a des innovations. Nous, dans le domaine de la recherche, il y a parfois, pour les besoins de recherche en santé animale, il y a des puces qui sont installées dans les oreilles des animaux pour suivre les mouvements, etc. Mais on n'est pas encore arrivé à ce stade-là d'identification de tout le bétail. Voilà. Mais il y a un recensement qui vient d'être fait, un recensement national de l'élevage. D'ailleurs, le document n'est pas encore validé, qu'on n'a jamais eu pratiquement au Sénégal. Il n'y a pratiquement jamais eu de recensement. Ça a été fait en même temps que le recensement général. À peu près, voilà. Là, c'est à peu près en même temps. Et c'est une grande première qu'on puisse connaître aujourd'hui les données, qu'on puisse avoir des données vraiment sur les effectifs de troupeaux. C'est ça. Moi, j'ai vu le document et c'est surprenant. Voilà, on a quand même du cheptel au Sénégal. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. Hein. Merci. Hein. Hadi, ta question, tu vas la poser dans la deuxième partie. C'est tout juste une suggestion. Oui. Puisque je suis donc développeur, j'ai pensé à une application qui permet de faire, par exemple, connaître à l'éleveur ou bien à l'agriculteur quelles sont les zones qui sont accessibles. Ça, c'est possible. Les zones où il y a du pâturage assez vert. Les zones où il y a de l'eau. Et pour leur éviter de faire une longue traversée. Voilà, de faire une longue traversée. Et tout ça, ça va se gérer par l'intelligence artificielle et que ça va se traduire. Par exemple, le peul qui ne connaît pas, il va donc être traduit en pulaar et dire que voilà, il y a cette zone-là, vous pouvez traverser. Voilà. Oui, il y a eu beaucoup de réflexions dans ce sens-là. Moi, je me souviens, en 2002-2003, j'avais fait mon DEA sur la circulation de l'information en milieu pastoral. Et l'objectif de ce travail-là, c'était de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des dispositifs d'information
pour leur donner la situation des ressources, etc. Mais on s'est heurté à des résistances au niveau des éleveurs. Comme toujours. Ça se comprend. Voilà, ils nous ont dit, ils sont redoutables, hein, non, la ils nous ont dit, situation des attention, éleveurs. non, mais c'est une ressource concurrentielle. On n'a pas besoin de dire à tout le monde, là se trouve la bonne herbe. Nous sommes tombés sur, sur la bonne zone. C'est clair, surtout les céréales, hein, les éleveurs céréales. Et vous parlez un peu de la localisation, un peu de la délimitation donc, du parcours du bétail. Ils savent prendre des chemins détournés. Hein. Oui, c'est ça. Et souvent même, il y en a qui passent les frontières. Donc je pense que ce sera l'occasion dans la deuxième partie de revenir un peu sur la convergence des politiques entre pays frontaliers. Parce qu'il s'agit d'une recommandation de l'Union africaine et certainement dans l'adoption de ces différents codes-là de la sous-région, il y a peut-être des similitudes pour que la lutte contre le vol de bétail et les autres également enjeux soit beaucoup plus efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces discussions que nous allons poursuivre sans doute dans la seconde partie. C'est l'heure de regarder le club du jour que nous propose.